On va gagner un peu de temps. La salle est archi pleine aujourd'hui. Donc déjà, je vous remercie d'être venus si nombreux pour cette conférence avec moi sur le thème du célibat. Voilà. Comme vous le savez, je suis psychologue, psychothérapeute à Montpellier. Et j'organise des séminaires et des conférences très régulièrement sur le thème de la relation amoureuse du couple. Et à chaque fois, je prends un thème différent. Et là, j'ai eu envie d'explorer ce soir avec vous la notion de célibat, qui est franchement un événement sociétal, en tout cas dans les pays européens, puisque, comme vous avez remarqué, vous et moi, il y a de plus en plus de célibataires. On les appelle les solos, les singles, les célibatantes ou les célibatants. On les appelle les bachelors. Enfin, il y a tout un tas de sigles, de dénominations pour appeler aujourd'hui les célibataires. Donc, vous allez voir que ça correspond vraiment à un fait de société. Il y a même pas mal de sociologues qui se sont penchés sur cette question, y compris tout un mouvement de marketing qui s'est emparé de ce concept des célibataires pour promouvoir des produits divers et variés à leur insu. Et donc, j'ai vraiment le plaisir de développer ce sujet avec vous. Et ensuite, je prendrai un temps pour vous poser, pour donner le micro et vous donner la parole sur comment vous vivez votre célibat, heureux, pas heureux, et quelles sont les questions que vous vous posez sur ce sujet du célibat. Donc, vous avez vu que le célibat, les célibataires ont changé. Au XVIIe siècle, même avant, XVIe, XVIIe, etc., c'était très compliqué d'être célibataire. Ils avaient, et notamment pour les femmes, puisque si je remets un peu d'histoire, il n'était pas question pour les femmes d'être célibataires. Soit elles étaient vouées à être dans l'institution du mariage, donc en couple, mariées, avec des enfants et sous le joug de l'homme, soit elles n'avaient pas le choix, soit sinon les femmes partaient dans l'autre voie. Si elles ne voulaient pas s'engager dans la voie du mariage, elles étaient vouées à Dieu, donc elles allaient au couvent, elles étaient nonnes, et il y avait deux options, il n'y avait pas beaucoup d'autres choix. Une femme qui a été marquante dans cette époque du XVIIe, qui s'est opposée et qui a écrit un traité sur le célibat, qui s'appelle Gabrielle de Suchon, et qui a vraiment été une des premières, un peu révolutionnaire, qui s'est marquée sur un célibat, mais plein, quoi. Un célibat avéré, un célibat où elle pouvait apprendre ce qu'elle avait envie d'apprendre, participer aux conférences, à des salons, choisir ses amis, etc. Mais c'est assez rare à cette époque, parce que, comme je vous le dis, elles n'avaient pas le choix. Donc, les célibataires n'existaient quasiment pas. C'était soit des vieux garçons, soit des vieilles filles, mais il n'y avait pas de célibat. C'était très très rare. Alors ça a changé complètement les données. 18e siècle, c'est encore compliqué. On arrive au 20e siècle. Alors après mai 68, Simone de Beauvoir et beaucoup de femmes ont remanié la notion du célibat, à tel point qu'aujourd'hui c'est l'inverse. Les célibataires ont à la fois mauvaise presse, parce que si vous tapez aujourd'hui célibataire sur Internet, vous allez vous retrouver avec site de rencontres, tournée manège. Bref, cela veut dire que les célibataires, c'est pas la norme, c'est toujours pas la norme, et c'est pas forcément heureux d'être célibataire. En général, dans les représentations, dans les esprits, les mentalités, si vous êtes célibataire, c'est que vous avez raté quelque chose, puisque vous n'êtes pas en couple. Donc, c'est que c'est pas bien pour vous. Vous risquez de finir. Alors je vous renvoie toutes les représentations et les peurs qui sont vraiment pleines dans les esprits des uns et des autres. En général, on va vous renvoyer le fait que si vous êtes célibataire, homme ou femme, d'ailleurs, surtout femme, mais hommes aussi, vous allez finir seul, vieux, moche,
en mauvaise santé, dégradés et dans un hospice où vraiment tout seul, enfin c'est l'horreur quoi. C'est le drame, la tragédie et c'est affreux ce qui va vous arriver. Donc le mieux pour vous c'est de vous mettre sur des sites, activement en chasse pour éviter de finir célibataire en tragique. Voilà. Donc ça c'est dans les représentations actuelles. Donc vous voyez que le célibat, vous allez voir, il y a deux versants. Hein. À la fois, il y a tout un mouvement organisé, et notamment au niveau marketing, quand même, je vous l'ai dit, qui fonce vers vive le célibat, vive les solos, vous avez de la chance, enfin vous allez vous éclater, vous n'avez plus affaire au couple, vous êtes soulagé des tensions, plus de compromis, c'est magnifique en célibataire, voilà, vous êtes que sur vos rythmes à vous choisissez vos amis, vous choisissez vos activités, il n'y a personne qui vous embête, voilà. Donc enfin l'éclate, ça c'est... une apparition, enfin une option qu'on voit apparaître et notamment qui est saisie par le marketing, hein. Et puis l'inverse qui est ah bah non, si vous êtes célibataire c'est que vous avez raté la coche couple et donc vous finirez mal, vous n'avez pas un compagnon de route qui va notamment vous soutenir dans les moments difficiles, dans les futures épreuves. Ça c'est ce qu'on vous dit, hein. Les épreuves du futur vous attendent et donc vous n'aurez pas un petit compagnon de chemin. Je suis sûre que pas mal d'entre vous se disent ça d'ailleurs, à l'idée d'être célibataire non temporaire, parce que à l'heure actuelle ce qu'on observe c'est des célibats ponctuels. Hein. Donc juste pour dire que le célibat augmente aujourd'hui à notre époque, 40% des Français sont célibataires, je crois que j'avais récupéré les chiffres, un peu plus de 40% d'ailleurs, c'est en hausse, hein, de toute façon le célibat en France, 14 millions en France et 170 millions en Union européenne. Et tous les 5 ans, c'est des divorces. Donc avant c'était 15 ans les divorces, hein, une fois tous les 15 ans, en général 10-15 ans, maintenant c'est une fois tous les 5 ans. Donc vous voyez qu'on fait des CDD amoureux, et à tel point que du coup la jeune génération des trentenaires se sont habitués à ça, hein. C'est rentré dans la norme, le fait que les couples, le mariage traditionnel se casse la gueule et que les couples ne restent pas très longtemps ensemble. Et donc du coup, les jeunes anticipent que dès qu'ils se mettent avant de se mettre en couple, ils anticipent déjà l'issue, hein, qu'il va y avoir une sortie de relation, peut-être un peu fracassante. Et donc ils y vont à la fois tièdement, en tout cas de manière très réfléchie, parce que cette jeune génération est issue de la mienne, de ma génération, qui a fabriqué des couples qui se désunissent assez régulièrement. Et donc ils ont l'habitude d'avoir eu des parents qui se séparent, qui divorcent, etc. Et du coup, cette génération-là, l'aboutissement, c'est qu'ils partent dans la relation beaucoup plus froidement que nous à une certaine époque où on partait, on rencontrait quelqu'un et on s'engageait assez vite pour fabriquer un couple et des enfants assez tôt d'ailleurs, hein. Et vous voyez que l'âge de création, de procréation a retardé, puisque maintenant entre 30 et 40 souvent ils ont un temps, il y a un temps justement pour ces jeunes de se mettre en relation, ce qu'on appelle un temps d'observation, hein. Ils rencontrent quelqu'un, ils vérifient qu'il y ait des sentiments, qu'on peut faire confiance. Au départ, c'est souvent basé sur des rencontres sexuelles, et puis après, on laisse venir. Voilà. Maintenant, on est dans une période comme ça. On laisse venir, on attend de voir si ça se construit, si ça ne se construit pas. Ça veut dire que dans les mentalités, il y a une anticipation que possiblement, ça ne va pas se construire, ça va se désunir. Donc il y a quand même quelque chose dans les mentalités des jeunes, c'est quand même assez refroidi le couple, hein. Le couple n'est plus la panacée, c'est plus voilà, c'est moins dans l'idéal romantique, apparemment, en apparence, parce que dans le fond des esprits de chacun et de chacune, il y a encore et toujours ce fameux rêve amoureux qui reste à l'âme sœur, pour l'éternité, je vais trouver celui, mon compagnon de route, etc., ma flamme jumelle. Il y a encore ça. Mais il y a quand même le retour des vécus et des expériences des parents qui montrent que c'est pas très salutaire le couple et que ça peut se casser la gueule. Et donc ce temps d'observation est assez fréquent, ce qui augmente aussi le nombre des célibataires chez les jeunes, puisque manifestement ils rentrent plus tardivement, ils font des études plus longtemps, ils restent plus longtemps chez leurs parents, ils rencontrent quelqu'un et puis ils se disent bon, on va vérifier si ça va aller, etc., comme je l'ai dit. Et donc tout ça fait que
ils ne se mettent pas en couple tout de suite et ils ne font pas des enfants tout de suite. Et donc l'âge d'enfanter est passé plutôt vers 35 ans que 35, alors qu'avant c'était plutôt 28, 30. Donc ça s'est déplacé, hein, c'est plutôt retardé. Aux grandes dames des femmes d'ailleurs, et ça sera l'objet de ma prochaine conférence sur si on arrêtait de mettre la pression sur l'horloge biologique des femmes, puisque il y a beaucoup de femmes qui sont mal à l'aise avec cette question de faire des enfants tardivement, et en même temps, c'est comme ça que ça se passe au jour d'aujourd'hui, puisqu'il y a ce couple en perdition, hein, et le mariage est en perte de vitesse, sauf pour certains qui continuent de se marier et d'y croire, mais ceux qui se marient, ils se marient pas tout de suite. Vous remarquez, hein, ils font un temps de construction pour vérifier si c'est le bon partenaire. Et quand ils se marient, alors là, c'est la fête, la fiesta, c'est le grand, ça y est, c'est que c'est vraiment, j'ai appuyé sur le bon bouton. Mais sinon, voilà, ils sont plutôt, les jeunes d'aujourd'hui, les trentenaires, ils y vont plutôt en méfiance. Voilà, c'est ce qu'on voit un peu arriver sur notre époque. Et ensuite, vous avez pas mal de célibataires plus âgés qui ont fait des couples. Ça n'a pas marché, donc il y a eu rupture, des fois beaucoup de ruptures douloureuses, des fractures comme ça, qui restent en trace. Ça laisse des mémoires assez dramatiques, hein, pour certains, qui réenchaînent d'autres couples et qui se ramassent aussi souvent. Hein, donc une fois, deux fois, trois fois, chat échaudé, craint l'eau froide. Donc ces célibataires entre deux périodes de couple, ceux-là, soit ils sont un peu refroidis, hein, ou méfiants par rapport à la relation amoureuse, soit ils ne peuvent pas s'empêcher de passer de l'un à l'autre, de l'une à l'autre, de l'un à l'autre, parce qu'ils ne supportent pas la solitude. Et donc on va avoir des célibataires, certains qui ne restent pas très longtemps célibataires, ou ce sont des célibats que j'appelle moi subis. Et vous verrez que pour moi, toute la question du célibat, c'est, parce que je ferai un développement sur comment vivre bien son célibat, si vous êtes célibataire, parce que je pense qu'il y en a beaucoup dans la salle, puisque 40% de la population, c'est quand même énorme. Puis si vous êtes en couple, vous n'êtes pas intéressé par la question du célibat, peut-être vous ne regarderez pas cette vidéo si vous êtes en couple. Donc cette question, elle me taraude aussi, déjà parce que moi j'ai fait pas mal de séquences de célibat, plus ou moins bien vécues, mais parce que c'est vraiment actuel, cette question de passer des périodes temporaires, des périodes comme ça séquentielles, entre deux couples, des moments de célibat. La définition du célibat, j'ai regardé quand même, donc c'est celui qui n'est pas en couple, et alors c'est celui qui est en âge d'être marié et qui n'est pas en couple. Ou, deuxième définition, c'est celui qui se déclare célibataire, donc seul, ne vivant pas en couple, n'étant pas en relation de couple, ou que les autres déclarent comme tel. Voilà. Donc n'importe qui se sent célibataire peut dire « moi je suis célibataire, je le proclame haut et fort, je suis un célibataire ». Voilà. Vous allez voir aussi que comme il y a plus de célibataires, il y a plus aussi de colocation, puisque finalement affectivement ça pose une question de solitude affective et de manque de câlins, de manque de signes de reconnaissance, d'encouragement, de soutien, etc. Donc où aller chercher ça? On voit arriver sur le marché des partenariats de colocation, comme ça on se met ensemble sur le même territoire, mais on n'a pas de lien amoureux, donc il n'y a pas tellement d'enjeux, parce que c'est quand même plus facile de sortir d'une coloc que de sortir d'une relation de couple qui a mal marché. On en sort moins blessé, moins souffrant. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit beaucoup, hein, y compris chez des mères qui sont célibataires avec monoparentales. Hein. Il y a beaucoup de familles monoparentales et souvent des mères qui ont en charge leurs enfants. Et on voit, il y en a certaines qui se mettent voilà, avec d'autres mères comme ça en coloc. Donc ça, c'est des modèles qui pointent. Autre modèle en pointe, vu le nombre de célibataires qu'augmente comme ça, bien c'est les couples, mais pas les jeunes couples, les couples qui ont déjà fait des couples et qui, comme moi d'ailleurs, se disent « oh là là, la relation sur le même territoire, ça va être fastidieux, laborieux, ou on ne sait jamais ce qui peut arriver, on peut être encombré. Et donc, faisons un couple sur deux territoires. »
Donc chacun, ça c'est une modalité qu'on voit aussi de plus en plus fréquente. C'est un luxe évidemment puisque c'est plus cher. Il faut avoir 2 maisons. Mais on est en relation de couple tout en étant dans 2 maisons différentes. Comme ça, on prend le bon. Et c'est ça qu'on va voir apparaître beaucoup aujourd'hui. On ne veut pas s'emmerder en fait. On veut le bon et on ne veut pas le mauvais. Mais plus qu'avant, hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes, il y a encore beaucoup de couples, c'est la norme. Hein. La majorité, s'il y a 40%, il y a le reste qui vivent en couple. Donc ça reste quand même la norme, le couple. Mais toute cette série de personnes qui sont dans le move des célibataires, qui sont un peu chat échaudé, crin l'eau froide, comme je l'ai dit, bah, eux, ils préfèrent moins prendre de risques, se protéger, éviter les ruptures fracassantes, toutes les tensions du couple. Vous avez vu que ça fait 3 ans que je travaille sur le couple, donc il y a tellement de thèmes. Donc c'est compliqué, le chantier du couple. Ça se travaille, c'est pas gagné. Donc certains en ont marre quoi, avec ça. Donc ils se disent, bon, si je suis en célibat, je suis au moins, enfin pas sur le même territoire, au moins je suis en relation, mais c'est tranquille. Après, il y a, ce qui me vient aussi à l'esprit, c'est les célibataires malheureux, hein, qui rentrent dans les représentations que je vous ai données tout à l'heure, c'est-à-dire je suis célibataire par défaut. C'est pas ça que j'aurais aimé, hein, j'aurais tellement aimé être avec mon compagnon, voilà, faire une petite histoire ensemble et tout. Et non, j'y arrive pas. Pour plein de raisons, j'y arrive pas. Soit je répète des schémas du passé répétitifs, hein, soit j'attire pas les bons partenaires, soit, oui c'est ça, je cible des partenaires mais c'est jamais les bons, qu'est-ce que je fous? Je dois avoir un problème. Soit je ne sais pas séduire, il y a aussi des célibataires qui sont mal à l'aise avec la capacité d'aller vers les autres, hein, le contact, aller au contact, ou qui ont une estime de soi fragile et qui ne se trouvent pas assez jolis, intelligents, beaux, machin, tout ça, et du coup qui sont inhibés pour aller rencontrer. Alors évidemment, les sites de rencontres, c'est un peu plus simple, et encore que certaines, surtout les femmes, sont assez mal à l'aise des fois sur le fait d'aller au contact, y compris sur les sites, ou alors elles sont refroidies en disant mais on n'est que des objets de consommation, donc laisse tomber les sites. Donc il y a comme des idéaux qui sont déçus, hein, par rapport à la rencontre amoureuse, et ces célibataires se vivent de l'intérieur assez malheureux, parce qu'ils aimeraient tellement faire couple, dans un idéal de couple romantique, et ils n'y arrivent pas. Et eux, en fait, ils sont vraiment dans ce truc de « oh là là, attention, là je suis célibataire, mais si je traîne dans le célibat, ça va mal se terminer pour moi. » Et donc, certains soit vont tomber dans la résignation, laisse tomber, je déserte le terrain, j'en ai comme ça autour de moi, puisque c'est comme ça, je me suis pris trop de râteaux, donc moi maintenant, niette, plus de terrain amoureux, j'y vais plus. Voilà. Comme je l'avais dit dans certains profils de personnalité que j'avais écrit dans mon livre, vous avez notamment les frileux de l'amour, qui eux vont se complaire dans une forme de solitude un peu résignée, mais ça leur va pas mal, parce que le monde intellectuel, le monde de la philosophie, le monde des idées leur convient mieux que la relation. Et donc il y en a certains qui vont se satisfaire et ne vont pas être si malheureux que ça sans relation. Il ne faut pas non plus exagérer, la relation c'est pas non plus que la panacée, certains ne sont pas friands de relation et ça va très bien, hein. Mais c'est pas la majorité. Donc il y a plutôt des célibataires qui vont se résigner parce qu'ils y croient plus en fait, voilà. Il n'y a plus d'espoir. Et donc il y a une forme de démission de la relation. Et en même temps, ce que je dis toujours dans tous mes stages sur la relation amoureuse, je leur dis mais faites attention parce que si vous désertez le terrain totalement, vous risquez quand même de vous dessécher à ne plus jouer le jeu de la relation. Vous risquez le dessèchement parce qu'il n'y a plus d'échange de liens, hein. On sait que le lien au niveau de la physiologie, c'est quand même ce qui permet de réguler le système nerveux. Un lien bienveillant, hein, pas un lien critique, hein. Donc c'est important de savoir ça, d'avoir cette information. Donc de savoir s'entourer des bonnes personnes quand même. Alors ça peut être l'amitié à la place de la relation amoureuse, hein, j'entends, hein. Mais c'est important d'avoir ça en tête, hein, de savoir que quand même vous risquez de vous dessécher sur le long terme si vous n'êtes plus en contact avec alors soit un amoureux, soit une communauté d'amis, etc. Et les jeunes le savent très bien, c'est pour ça qu'ils se mettent en colloque, pour remplacer le lien amoureux par une série d'amitiés comme ça, où on se soutient en communauté, voilà, les uns les autres. C'est différent du lien amoureux, il y a moins d'enjeux, hein, puisque l'enjeu affectif, je vous rappelle que dans le couple,
tous les enjeux ressortent, toutes les réactualisations des blessures du passé papa-maman ressortent. Alors évidemment, avec les amis, ça sort moins fulgurant, c'est plus tranquille. Bon, ma foi. Donc chacun va trouver des stratégies pour vivre ces périodes de célibat plus ou moins tranquillement, plus ou moins de façon heureuse. Mais certains, une des choses qui va nuire le plus aux célibataires qui subissent le célibat, qui sont des déçus de la relation de couple et qui ont subi déjà des ruptures en général, hein, c'est même pas eux souvent qui ont été acteurs, c'est pas un célibat choisi mais un célibat subi, hein. Donc bien souvent ceux-là ils vont être plutôt dans un rétrécissement, hein, dans une forme de vortex traumatique qui est oh là là, j'y crois plus, ou j'y crois mais je vais pas y arriver, ou la solitude je gère mal, mais la relation je gère mal, donc ça devient lourd, quoi, hein, c'est quelque chose qui plombe et ça va pas aider à rayonner sa lumière pour aller capter quelqu'un. Parce que c'est comme si on part pas neuf et vierge, on part avec une page pleine de séquences amoureuses du passé, on ramène son sac, quoi, son fardeau, quand on rentre dans une nouvelle relation, on trimballe son truc, et forcément, moi je le vois, hein, certains patients arrivent chez moi, et ils me disent mais pourquoi ça marche pas avec ce partenaire? Je dis mais vous avez vu le nombre de traumas qu'il y a derrière en dessous là, c'est un dossier lourd pour moi, entre guillemets. Ça veut dire que la personne trimballe tout son fardeau, et donc c'est normal qu'elle arrive dans la relation avec tout ça. Et donc c'est pas étonnant que ça crise assez vite, parce que c'est pas vierge, quoi. Voilà. Donc faut être capable d'être suffisamment solide pour rentrer en relation avec un célibataire qui a déjà engrainé beaucoup de relations, ou des couples et des histoires qui n'ont pas toujours été très heureuses, qui ne se sont pas toujours terminées bien. Voilà, mais c'est possible, hein. Perdez pas l'espoir, hein. Ne renoncez pas, mais c'est plus compliqué en fait. Il faut être plus stable. Voilà. Donc le célibat, heureux ou malheureux, vive le célibat, oui ou non, hein. Y a-t-il un célibat, ça c'est vraiment la question du soir, y a-t-il un célibat heureux, ou est-ce que le célibat est voué à ce truc qu'on voit sur internet, célibataire, mettez-vous tout de suite sur des sites, restez pas seul parce que c'est la cata, vous allez être vraiment mal finir avec ça. Donc quels sont, je vais vous donner mes conseils, je ne sais pas s'ils sont avisés, mais enfin c'est ma manière de voir les choses, pour vivre un célibat entre guillemets plutôt tranquille ou heureux ou paisible en fait, plutôt que de vous prendre la tête sur le célibat. Petit 1, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de descendre, de diminuer vos attentes idéales sur la relation amoureuse. Parce que si vous êtes célibataire subi et que vous passez votre temps à vous dire mais qu'est-ce que je fais en tant que célibataire, je manque de tout, je suis dans le manque, voilà, je suis dans le vide, chez moi seul, je suis dans le vide. Mes amis c'est bien, mais franchement s'il y avait un homme ou une femme à mes côtés, un compagnon, ça serait tellement mieux. Bon, déjà. Donc en fait vous avez la représentation de la norme, vous êtes dans la norme, le couple c'est le bonheur. Voilà. Donc ça, vous vous rendez même pas compte, vous n'êtes pas conscient, mais vous êtes dans cette représentation comme quoi l'idéal, c'est ce qui comble, le bonheur, c'est le couple. Donc vous êtes prisonnier de ça, quelque part. Vous avez, et ce qui vous nuit, c'est l'écart entre ce qui est vécu, c'est-à-dire une période de célibat peut-être, et votre idéal. Voilà. Et c'est ça qui vous rend semi-dépressif. Parce que qu'est-ce qui génère un des facteurs de la dépression, je l'ai déjà dit 10 fois, c'est l'écart entre l'idéal et le réel. Donc plus vous vous imaginez que ça serait tellement mieux avec un homme ou qu'une femme que vous n'avez pas encore rencontré, que vous pourrez rencontrer, ça serait merveilleux, mais vous n'êtes pas tombé sur la bonne personne, mais vous espérez la bonne personne, alors ok, ça vous excite parce que vous passez votre temps à mettre en place des stratégies, etc. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous vivez? Tout ce que vous vivez est tiède, fade ou nul et non avenu. C'est zéro à côté de ce que ça pourrait être. Donc vous êtes dans et si, et si, et si. Et ben voilà, donc pendant ce temps-là, vous n'êtes pas disponible, vous ne vivez rien de chouette, puisque tout est dans et si, et si, et si. Donc ça, c'est le premier point pour vivre un célibat heureux, vous rendre compte, pour certains, je ne dis pas pour tous, hein, combien vous idéalisez le couple, c'est le bonheur, le couple, sans le couple, voilà, je vais mal finir. Donc regardez quand ces pensées vous traversent la tête, sans le couple, je suis rien,
je vais mal finir, je vais être seule et je vais mourir seule, sans soutien, etc. C'est horrible. Des fois je me le dis, ça fait, oh, seule, abandonnée, je vais mal terminer. Ça, c'est genre les pensées du pire, vous voyez, c'est les scénarios catastrophes du futur. Donc quand vous voyez que vous fabriquez des pensées catastrophes du futur, revenez là. Un peu de lucidité vous fera pas de mal. Revenez, c'est un piège. Hein. L'imaginaire futur catastrophe est un piège. Revenez ici. Pour l'instant, ici, tout va bien. Vous êtes chez vous. Vous pouvez faire une tasse de thé. Vous pouvez faire un bain. Enfin, faites ce que vous voulez. Vous achetez des fleurs. Faites quelque chose pour vous. Hein. Voilà, pour éviter de sombrer dans le piège de ça serait tellement mieux si, ça serait tellement mieux si. Mon mantra, je vous le donne, c'est il y a ce qu'il y a. C'est mon mantra du jour. Il y a ce qu'il y a. Il y a un amoureux formidable. Il y a pas, il n'y a pas. Voilà. Est-ce que je peux faire avec ce qu'il y a? C'est ça le truc. Hein. Parce que si vous êtes toujours avec ce qui manque, ce qui devrait, eh ben vous n'êtes pas disponible à la ressource qui est là. Vous êtes toujours dans « je voudrais autre chose que ce qui est là ». Ça, c'est ça l'origine de la souffrance majeure. Hein. Je veux autre chose que ça. Mais ça ne vous empêche pas. Si vous êtes célibataire et que vous êtes malheureux, vous gérez mal votre solitude, vous préférez être en relation, hein, il n'y a pas de problème à vouloir être en relation, il n'y a aucun souci avec ça. C'est juste de voir comment vous pouvez vous organiser pour mettre en place des stratégies pour aller à la rencontre, site ou n'importe quoi, ou conférence comme ce soir, ou n'importe où. Vous pouvez rencontrer sur votre lieu de travail, où vous voulez. Aujourd'hui, c'est les sites qui marchent le plus. Mais bon. Donc, mettez-vous où vous voulez, créez des stratégies. Et puis lâcher l'objectif. Lâcher l'objectif, c'est lâcher l'objectif. Ça marche pas, ça marche pas. Mais ça n'empêche pas de mettre des stratégies pour y arriver. Mais après, vous revenez là. Voilà. C'est ça le truc qui simplifie en fait. C'est je m'agrippe pas à l'objectif. Si vous êtes agrippé sur ça doit marcher, eh ben vous allez être sans arrêt déçu parce que c'est jamais à la hauteur de vos attentes idéales. Et quand vous êtes en couple, vous regardez, vous avez fait des couples, eh ben vous étiez jamais complètement satisfait 50 de toute la journée. C'était pas possible. Donc ceux qui sont en couple, je le dis toujours, vont être en célibataire, les célibataires vont être en couple. Donc ben oui, parce que le couple c'est pas idéal non plus. C'est pas source forcément de bonheur le couple. On l'a bien vu, sinon il n'y aurait pas des CDD de 5 ans. Voilà. Donc forcément, il n'y a pas une situation idéale. Et en plus, le problème que vous ne voyez pas, si vous êtes célibataire malheureux, c'est que vous vous laissez embarquer par le fait que si vous n'êtes pas en couple, voilà, c'est fini, vous n'êtes pas quelqu'un de normal, vous n'êtes pas OK, vous êtes en marge de la société. C'est pas comme ça, voilà, ça devrait pas être. Même s'il y a la mode des singles, en même temps, vous n'êtes pas comme vos copines, vous n'êtes pas comme vos amis, vous n'êtes pas comme vos amis qui ont l'air si heureux. Parce qu'il y en a qui font la banane, là, qui font comme ça, qui sont en couple, la petite famille dans la prairie, là. Ils se font on est heureux, c'est l'image, vous savez, tout dans les apparences. Donc vous pouvez être dans la comparaison. Hein. Je me compare avec ceux qui ont l'air tellement heureux à côté, et moi je suis tellement seule et célibataire. Et donc voilà, moi le sol se dérobe pendant qu'eux ils jouent à quelque chose d'extraordinaire. Et ça, attention aux apparences parce que c'est faux. C'est pas parce qu'ils font cheese que tout va bien. Ça ne veut rien dire. Et c'est surtout que vous faites dépendre votre bonheur du contexte. Le contexte, c'est la situation, c'est célibataire, couple. Ça, c'est le contexte. Donc ça veut dire qu'un contexte, une situation peut vous rendre heureuse ou malheureuse. Et là, vous êtes cuit ou cuite. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous êtes consciente de ça, vous allez voir que vous pouvez ne pas faire dépendre votre bonheur d'une situation X ou Y. Et ça, c'est vraiment une liberté immense que de dire, je décide, c'est un engagement, je décide de ne pas faire dépendre ma joie, mon bonheur, mes ressources, ma vie, d'une situation. Parce que sinon, vous êtes prisonnier du contexte. Je devrais être en couple, je ne le suis pas, ou pour ceux qui sont en couple et qui s'emmerdent, je devrais être célibataire, je ne le suis pas. C'est pareil. Donc à un moment donné, est-ce que je peux me sentir un peu libre à l'endroit où je ne fais pas dépendre mon bonheur d'un contexte particulier? Parce que le contexte va toujours présenter des points positifs et des points négatifs. Il n'y a pas un contexte qui est idéal. Vous pouvez vous organiser pour que ce soit un peu mieux mais ce ne sera jamais parfait. Donc lâchez un peu ces trucs de si je suis en couple, si je suis célibataire, si voilà. Et là aujourd'hui, si vous êtes non définissable,
Hein. Et ça, c'est une de mes pistes. Si vous n'êtes pas dans quelque chose qui se définit de je suis quelqu'un qui s'appelle comme ci et qui est en couple ou célibataire, je suis simplement ce que je suis. Hein, je suis là, je suis ici, là, ici, maintenant, là, je suis là avec vous. Voilà. Et si je peux arrêter de me définir célibataire ou en couple, je vais déjà me tranquilliser. Alors, ça, c'est pas évident parce que c'est tellement ancré dans les mœurs que le bonheur doit être apporté par une situation affective, familiale et sexuelle, surtout à notre époque, hein, parce qu'il y a plein d'injonctions massives qu'on reçoit, on est matraqué par la pub, par les médias, par les journaux, par plein de trucs, qui nous disent sans arrêt que votre bonheur dépend d'une... Aujourd'hui, c'est une sexualité heureuse. Il faut que vous soyez épanoui en sexualité. Donc, évidemment, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Les célibataires, ils vont s'éclater sur le plan de la sexualité. Et donc, ça donne quoi? Ça donne le profil du clivé. Ça veut dire que la sexualité est très facile aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, sur les sites, on se rencontre d'abord a priori par de la sexualité, mais on ne donne pas son cœur. On n'ouvre pas son cœur. C'est vraiment mon profil du clivé. Sexe séparé du cœur, coupé du cœur. Et donc, c'est ça qu'on voit apparaître, y compris chez les jeunes et les moins jeunes. C'est facile d'avoir une relation sexuelle. On ne donne pas grand-chose de soi. Voilà, on y va, on se pénètre, mais finalement, le cœur il est fermé, on se blinde. En fait, on y va verrouillé. Pas de sentiments, donc tranquille. Mécanique, plaisir, ouais. Deuxième injonction, le plaisir. Donc la jonction du plaisir, c'est ayons du plaisir, consommons du plaisir. Hein, la société consumériste, hein, il y a un très joli bouquin d'Eva Illouz sur les sentiments capitalistes. Donc c'est vraiment ça, consommons du plaisir, ne ratons aucune expérience et aucun plaisir ne peut nous être privé. Donc voilà, la sexualité c'est parfait. Pourquoi s'emmerder, hein, et c'est ce que se disent beaucoup de jeunes, et notamment pas que les jeunes, ceux qui sont sur les sites, c'est aussi souvent ça. Hein. Donc on va commencer par ça. Avant, c'était pas le cas. Hein. Chez nos grands-mères, on faisait des cours pendant des siècles. Là, ils se faisaient des troubadours, les couples, les cours et tout. Là maintenant, c'est ce qui est d'usage. C'est une rencontre sexuelle, c'est normal. Voilà, c'est facile, c'est simple, on se prend pas la tête. Et après, on verra pour les sentiments. Après, donc il y a une forme de désaffection des sentiments. De méfiance des sentiments. On se méfie des sentiments. On se dit, oulala, ça c'est compliqué les sentiments. Le sexe c'est simple. Voilà. Moi. Et du coup qu'est-ce qu'on voit apparaître? Ce profil de clivé, il y en a de plus en plus, et du coup, ça crée un énorme désordre en fait. Parce que qu'est-ce qui se passe? Vous donnez un bout, voilà, vous êtes coupé, moitié en moitié, là, comme ça, et du coup, vous vivez pas quelque chose de très plein, quoi. Quelque chose d'assez pauvre en fait, et assez décevant, carrément, faut le dire. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très déçues de la relation amoureuse, mais il faut voir qu'elles sont responsables d'y mettre peu, en fait. Parce qu'elles ont peur que la relation sentimentale se casse la gueule, vu tous les divorces qu'il y a. Donc elles se disent, oh là, les sentiments c'est compliqué, oh là là, c'est vrai. Je veux bien être célibataire, je veux bien faire de l'épanouissement sexuel, parce que voilà, c'est la mode, hein, et puis c'est bien, voilà, le plaisir, toujours plus. Mais pas trop souffrir. En les sentiments, on va pas y aller trop, on va y aller tièdement. Et donc ça crée et ça organise toujours une espèce de névrose du clivage, une névrose de tiédeur, de désaffection, hein, comme je le dis, des sentiments amoureux. On a peur de tout ouvrir, de tout donner, et du coup, on est frileux, quoi. On y va tiède. Voilà. Et donc il faut beaucoup de temps, ce que je disais, un temps d'observation pour donner sa confiance, ouvrir son cœur, petit à petit, et encore. Il y en a qui, il y a beaucoup de célibataires de 40 ans d'ailleurs, que je vois arriver dans mon cabinet, qui justement n'ont jamais ouvert leur cœur. Ils ont consommé des relations assez superficielles, sexuelles plein partout, hommes et femmes hein, d'ailleurs, hein, mais n'ont pas ouvert leur cœur, donc ils sont verrouillés. Alors ils sont en général très beaux, en forme, voilà. C'est très narcissique en plus, hein, donc très dans l'image, très dans moi je m'éclate, je fais plein de trucs, voilà, j'ai plein d'activités, je fais plein de sports, des trucs comme ça, voilà. Donc c'est très dans l'image et les apparences, c'est ça le profil du clivé, hein. Mais en fait je n'ouvre pas l'intime en fait, je donne pas grand chose de moi dans la relation, parce que j'ai peur de me faire avoir. Et donc, les sentiments, ça nécessite vraiment une confiance absolue dans l'autre, et donc l'autre, je ne lui fais pas confiance, je vais me prendre un râteau, donc j'y vais pas. Et donc, du coup, ce sont des personnes qui vont faire plein de relations comme ça, consommer plein de relations,
On les appelle les phobiques de l'engagement d'ailleurs, hein, puisque consommer des relations assez sexuelles et sont assez pauvres. Hein, et du coup, ben, les liens se délitent assez rapidement. Et ça n'empêche pas ces personnes, au fond, quand vous les rencontrez, si vous n'êtes pas des profils comme ça, de rêver de l'âme sœur. Ce sont ceux qui rêvent le plus de l'âme sœur et ceux qui peuvent le moins le faire. Parce qu'ils sont fermés ici, il y a un bouclier au niveau du cœur. C'est cœur brisé et sexe ouvert. Et non mais je te jure, c'est vrai. Et on voit, mais c'est curieux quand même. Quand vous regardez bien, c'est curieux. Qui aurait dit ça? On n'aurait pas imaginer à l'époque de nos grands-mères. C'était même pas imaginable un truc pareil. C'était l'inverse. C'était vraiment, l'homme, il venait vers la femme, il faisait le chevalier servant, et puis d'un coup il y avait le mariage assez vite, et puis après, hop, sexe ouvert, cœur ouvert, machin. Alors nous, on est passé à autre chose, quoi. Ça n'a rien à voir. C'est juste incroyable. Sauf ceux qui font pas ça, et c'est quand même la majorité hein, aujourd'hui, hein, la consommation comme ça, la relation qui est assez vite consommée, et puis après les sentiments après, le sexe d'abord, les sentiments après. Et ce qui est, moi ce que je vois pareil, mais moi je suis dans un mouvement où j'enseigne du tantra, donc je suis dans un mouvement où certains cherchent la communion spirituelle, âme, cœur et plus haut, et donc là dans ce mouvement-là, ils font l'inverse là. C'est aussi excessif que les autres d'ailleurs. On est shooté à la communion des sexes. On ouvre tous les chakras. Je m'amuse, mais je rigole, mais j'aime bien tout le monde. Hein. Mais c'est parce que dans les excès comme ça, il y a quelque chose qui croit vraiment ça au sérieux. Et donc ils sont des adeptes hein, de cette communion, voilà, parce qu'il y a une recherche de l'idéal, effectivement. Et donc il peut y avoir des gens qui sont shootés à ce truc-là et qui partent dans la relation, j'ouvre tous mes canaux. Mais en fait, ça marche pas mieux que ceux qui font que le sexe et voilà, parce que ça crée une addiction au transport d'élévation, mais on n'est toujours pas en contact vraiment avec une relation authentique, avec la profondeur de la personne et à construire une relation dans le temps avec quelqu'un. Ça c'est plus compliqué que simplement se faire un shoot à l'élévation spirituelle. Bon ça, vous pratiquez un peu, vous allez y arriver. Il suffit de trouver un partenaire qui sait faire un peu de slow sex, c'est bon. Mais vous voyez, on est dans des schémas où on rêve beaucoup derrière une apparence, je gère, j'assume, tout va bien, moi, pas de problème dans la relation sexuelle, tout va bien, etc. Mais c'est une façade, parce qu'il y a plein de cœurs d'enfants qui rêvent de la relation romantique à donf, qui sont baignés à Walt Disney et au Prince Charmant et à la femme idéale, etc. Et il y a énormément de singles qui sont avec cet esprit-là à l'intérieur, mais on ne le voit pas, ça n'apparaît pas. Donc vous arrivez, vous ne savez pas ce que je viens de vous le dire, mais vous ne le savez pas. Vous arrivez en relation, par exemple par un site, vous rencontrez des gens, ou je ne sais pas, n'importe où, vous avez l'idée, si vous ne le savez pas, que vous ne voyez pas qu'il y a un cœur brisé derrière, vous voyez une armure blindée, vous voyez quelqu'un qui est assez sûr de soi en général et qui, voilà, qui rentre dans une relation mais sans être vraiment authentique, sans vraiment parler de sa fragilité. Hein, parce qu'ils ont souvent il y a la peur de la vulnérabilité. Je consomme mais je donne pas grand chose, donc je montre pas ma vulnérabilité, hein, ça va avec, hein. Ça c'est le profil privé. Donc du coup vous voyez beaucoup ça et vous n'avez pas l'idée d'aller voir que derrière ces personnes qui ont l'habitude de consommer, il y a un vrai rêve, il y a une vraie fragilité et vraiment un rêve d'amour romantique qui peut pas se déployer parce qu'ils n'ont pas les outils, parce que si on se protège tout le temps, on peut pas rentrer dans la relation. À un moment donné, il faut y croire, quoi. Il faut y aller, puis il faut mettre les pieds dedans, il faut aller sur le terrain, quoi. Il faut y aller, c'est-à-dire... alors, y aller, ça veut dire quoi? Quand j'en parle, ça veut dire oser la relation. Déjà, si vous avez des problèmes sur l'inhibition pour aller vers, faut apprendre des stratégies de séduction, ça s'apprend, je donne des cours là-dessus. Déjà, sortir de l'inhibition pour aller vers, et une fois que vous êtes dans la rencontre, oser vraiment l'intimité, oser la fragilité, ne pas attendre trop de la relation. J'avais donné toute une conférence sur les ingrédients du couple épanoui, vous regarderez. Mais j'avais comme ça listé tout ce qui peut permettre à une relation de durer. Parce que c'est pas gagné. Et il y a beaucoup de personnes qui en fait manquent d'outils, quoi, manquent de conscience ou d'équipement ou n'ont pas les clés.
pour créer une relation durable. Elles ne savent pas comment faire en fait. Et elles arrivent avec toutes leurs blessures et leurs fardeaux, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc le célibat peut être, si je reprends cette question du célibat, peut être vécu de manière soit très malheureuse, de manière subie, avec une grande difficulté pour certains à la solitude, hein, ou de manière heureuse si vous avez quelques pistes et que vous êtes plus stable et que vous êtes moins projeté dans une catastrophe future à l'idée d'être célibataire, c'est-à-dire si vous rentrez moins dans la représentation normée qui est que le couple c'est la panacée et le célibat c'est quelque chose de raté, vous avez raté quelque chose. J'étais en train de dire un truc intéressant, c'est que ouais, célibat subi, célibat choisi, ça va être la grande différence, hein. Est-ce que je choisis ou est-ce que je subis? Donc si je suis dans je subis, vous avez toutes les chances d'être malheureux. Si vous êtes dans, comme cette fameuse philosophe, hein, Gabrielle Suchon, là, du XVIIe, je la reprends parce que c'est une femme assez extraordinaire, j'ai choisi mon célibat, et ça veut dire que pour l'instant c'est ma voie, et je ne veux pas faire autre chose que ça, quoi. Et je l'assume en fait. Et il n'y a pas quelque chose d'idyllique là-dedans. Il n'y a jamais dans aucune relation, aucune situation, quelque chose de parfait. Donc c'est ni plus ni moins ni mieux que si je suis en couple. C'est juste qu'il y a, peut-être pour l'instant, ça peut être aussi dans les périodes de célibat, ça peut être une manière de vous rencontrer, de se rencontrer soi, de rencontrer la solitude pleine aussi. Il y a plein de discours aujourd'hui sur amour de soi, mode d'emploi. Alors bon, là c'est un peu c'est un peu excessif aussi, ça, hein. Des fois ça m'agace, hein, tous les trucs de mode là, amour de soi, mode d'emploi, on dit leçon, tous les coachs ils s'y mettent. Donc c'est pas complètement faux, mais ça peut être aussi un moment de se rencontrer dans cette solitude, de trouver des bases, de trouver ses fondations, de partir moins dans le mendiant quand vous partez en relation, d'être un peu plus tranquille, de trouver vos ressources, de vous passionner pour votre vie, donc de trouver des appuis en vous en fait, hein. Et ça c'est à cheminer. Mais si vous passez aucun temps de solitude, enfin solitude sans couple je veux dire, vous n'allez jamais savoir que vous pouvez gérer cette solitude et que ce n'est pas une détresse d'enfant, que ce n'est pas quelque chose qui est en lien avec l'effondrement. Parce que si vous avez été très seul dans l'enfance, enfin un vécu de solitude dans l'enfance, vous allez arriver à l'âge adulte avec une croyance que seul vous allez vous effondrer. Vous n'allez pas gérer. Ça va être l'horreur, terrible. Donc vous allez vous agripper au couple, à une personne. Vous allez devenir dépendant de la relation. Donc ça peut être intéressant pour certains, je ne dis pas pour tous, de fabriquer des séquences de célibat pour justement gagner des appuis sur la solitude pleine, quelque chose qui est plus tranquille. Vous êtes moins en stress, plus apaisé, et vous ne vous effondrez pas. Mais ça ne doit pas être comme un évitement de la relation, hein, parce que si vous êtes dans « Oh là là, je me suis tellement emmerdée dans la relation, maintenant je suis tranquille, j'ai plus personne, je suis soulagée, je vais enfin m'éclater, la vie commence », c'est pas non plus une solitude pleine, hein, on est dans les excès, c'est toujours des excès qui nuisent. Donc regardez si vous pouvez tolérer toujours un peu plus de solitude tranquille. Parce que si vous êtes célibataire et vous partez à fond dans « je vais m'éclater, je vais rater aucune expérience à droite, à gauche, à droite », qui correspond à l'injonction massive de notre époque, ne ratons zéro, faisons des expériences, ne ratons rien, et des expériences en tout genre, hein, que ce soit sexuel, SM, candolisme, boîte échangiste, etc., que ce soit des expériences de voyage, des expériences de soie élastique, plein d'expériences en fait. On est dans une société, ne ratons pas aucune expérience, faisons des expériences extraordinaires. Donc si vous êtes dans des temps de célibat et que vous répondez à cette injonction, vous n'allez pas trouver une certaine tranquillité. Et qu'est-ce qu'on cherche tous? C'est une forme de tranquillité en fait, d'être tranquille avec la situation. C'est ce que je disais. La piste, c'est de ne pas faire dépendre le bonheur d'une situation. Donc je cherche à être tranquille avec une situation, un contexte, qui est le contexte. Si je suis célibataire, je suis célibataire. C'est pas mieux que d'être en couple, c'est différent. Voilà. Donc si vous pouvez arrêter d'évaluer, ça c'est mieux que ça, parce que voilà, ma copine, elle est en couple et moi je ne le suis pas, et donc c'est la cata, et je vais finir seule. Bon, si vous pouvez arrêter ce schmilblick, ça va vous calmer, hein. Ça veut dire faites de la méditation, sinon observez vos pensées délirantes et revenez là, revenez dans le présent. Voilà, pour essayer de sentir un certain calme intérieur quand c'est possible.
et de pouvoir retourner dans le lien avec ces fondations-là, sachant que la vie ne peut pas être tout le temps calme. Vous allez, et je le dis toujours pour ceux qui ont du mal avec la solitude, puisque le célibat, ça a à faire aussi avec la solitude, et de ne pas se déchaîner dans des sorties en veux-tu, en voilà, parce que je ne peux pas gérer ma solitude, parce que ce n'est pas une solution, c'est tragique aussi ça. Pas pouvoir rester tranquille, c'est-à-dire d'être toujours dans le mouvement, et s'exciter de partout. Est-ce que je peux avoir des moments où je suis en mouvement et des moments où je suis tranquille? Tranquille, c'est-à-dire gérer ces moments de solitude où il y a du calme et c'est agréable. Ce que j'appelle, moi, une immobilité tranquille, et pas une immobilité effrayante. Et ceux qui ne sont pas en capacité de gérer la solitude et qui courent dans tous les sens et qui s'agitent de partout, c'est parce qu'ils n'ont pas le goût de cette immobilité tranquille. Et ils ne peuvent pas. Donc ils ne peuvent juste pas rester sur leur canapé, tranquille, à goûter, à savourer, de rêvasser, de regarder les oiseaux passer. Ils ne peuvent pas. Ils sont obligés d'aller s'agiter en téléphonant à des copains, en sortant. En faisant... ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien de sortir, ou de fuir dans la relation, je ne sais pas quoi. Mais à un moment donné, c'est une fuite. C'est un excès d'excitation. Et donc, vous dépensez beaucoup d'énergie au service de quoi? Ça va vous fatiguer, vous allez tomber d'épuisement. Et ce n'est pas une solution. Hein, parce que vous vous racontez l'histoire que ça serait mieux si j'étais avec quelqu'un rempli par des trucs excitants, pas que des relations, une relation, un amoureux, machin, des sorties, des amis, enfin tout ce que vous voulez. Et vous surinvestissez une sphère et vous désinvestissez la sphère qui est la rencontre à soi. Donc, comme vous le savez très bien, je l'ai déjà dit 50 fois, mais vous le savez, la vie est une question d'équilibre, un point d'équilibre à trouver qui n'est pas gagné, puisqu'on en a beaucoup de mal à trouver le point d'équilibre. En général, il est en équilibre et 10 minutes après, c'est en déséquilibre. Mais regardez les sphères qui sont investies et celles qui sont désinvesties. Et quand vous voyez que vous surinvestissez une sphère par rapport à une autre, par exemple la sphère amicale ou la sphère affective, sentimentale ou la sphère familiale, au détriment de la sphère de retrouvailles avec soi, ça veut dire que vous avez la frousse de vous retrouver en tête-à-tête avec vous-même. Et la question du célibat questionne le tête-à-tête avec soi-même. Parce qu'il y a des moments, c'est obligatoire, vous allez vous retrouver en tête-à-tête avec vous. Et donc si vous fuyez sans arrêt, pour des raisons XY, vous n'allez jamais régler le problème. C'est une fuite en avant. Ce qui ne veut pas dire de passer des heures scotché sur son canapé toute la journée. Ça ne veut pas dire non plus rester tout seul tout le temps. Hein. C'est pas ça l'idée. Hein. C'est un point d'équilibre. Voilà. Et en même temps, on a besoin du lien. Donc on a besoin d'amitié, on a besoin d'affection. C'est légitime d'avoir besoin d'amour, d'être cajolé, que quelqu'un prenne soin de nous. Voilà. Cherchez, trouvez des stratégies pour y aller. Mais s'il n'y a pas, il n'y a pas. Voilà. Il y a des moments où il y a et des moments où il n'y a pas. Mais l'idée, c'est regardez, c'est de mettre de la conscience sur comment je m'organise pour aller chercher ce dont j'ai besoin, contact, câlin, échange, etc., si vous êtes célibataire, sans vous perdre là-dedans. S'il n'y a pas, c'est pas grave. S'il n'y a pas, je reviens dans mon chez-moi, dans ma petite bulle, créez-vous un cocon chez vous et essayez de trouver une immobilité tranquille. Des moments où c'est calme, c'est paisible, vous êtes bien, voilà, c'est agréable d'être en tête-à-tête avec vous, pour repartir ensuite dans la relation en étant plein et pas dans un manque. Voilà. Ça, c'est mes conseils pour vivre un célibat plutôt heureux, parce que vous ne vous rendez pas compte qu'avec les injonctions sociétales de le célibat, c'est un moment pour s'éclater, mais en même temps, on n'est pas là pour rester très longtemps tout seul, parce que vous allez mal finir, il faut être à deux, ça c'est la norme, etc. Vous ne voyez pas que vous êtes complètement imprégné de ces injonctions. Vous ne le voyez pas parce que vous ne vous rendez pas compte, c'est le marketing qui s'est emparé de ça, hein, je le disais tout à l'heure. Hein. Donc ils se sont emparés de tout plein de produits pour les singles, pour les vendre. Hein. Donc, et c'est toute la société consumériste, on va consommer, vous faites panier sur les sites, hein. On consomme des sentiments, on consomme des personnes, il y a plein de produits pour les célibataires, on consomme des voyages célibataires, voilà. Il y a plein de choses qui sont fabriquées pour les célibataires, mais c'est pour faire vendre des produits. Et ça, vous ne vous rendez pas compte que l'idée, c'est en célibat, en single, vous allez vous éclater plus que les couples. Donc, on va vous proposer plein de trucs. Et tant que vous ne voyez pas que vous êtes dans l'injonction sociétale, vous êtes pris dedans, quoi. Vous croyez que c'est normal. Ayez un peu de recul pour voir comment vous fonctionnez et comment vous pouvez vous départir un peu de toutes ces injonctions qui sont soyez libre, soyez épanoui, soyez dans le bonheur tout le temps, le couple c'est le bonheur, et puis si c'est pas le couple, les célibatants, vous allez voir, c'est pareil les célibatants, tous les célibatants, c'est un mot qui est inventé par le marketing ça, hein.
C'est battant, bah oui, c'est ce... Et là, Superwoman, on s'éclate, on va s'éclater, on est battant. Alors ceux qui ne sont pas battants, ils sont underground, quoi. Ils sont complètement à la ramasse, hein. Donc il faut être battant, vous avez compris. Donc les battants, c'est les clivés. On est toujours dans ce modèle qui façonne le profil du clivé, qui est le performant. On consomme, on est performant, on est beau sur tout rapport, on est jeune, on est brillant, on n'est pas fragile surtout, hein, et on monte nos pectoraux. Voilà. Ou les femmes, les super nanas, les canons, les bimbos, et on se rencontre entre nous, hein. J'écoutais une conférence sur le monde d'Attractive World, les sites comme ça, je me suis intéressée aux sites. Donc ils se regroupent entre eux, on se fréquente qu'entre nous, parce qu'on ne veut pas des autres, on veut être sélectif entre nous, on veut être beau, jeune, battant, machin, tout ça. Voilà. Et donc, c'est quoi l'idée? C'est de trouver l'âme sœur, mais dans le même milieu, les mêmes moves, le même milieu social, les mêmes valeurs, voilà. Bon, pourquoi pas, hein. Donc on voit que le mythe de l'âme sœur, il n'a pas changé, hein. Toujours le même. Et il est fracassant, comme toujours. Voilà. Je vais vous laisser un temps pour échanger avec moi. Où est le micro? Il est là. Parce que le célibat, c'est une vraie question de société. Et moi, je suis vraiment intéressée pour répondre à vos questions. Je sais qu'il y a beaucoup de célibataires qui viennent me voir. Et donc, tu veux parler, moi? Ah bon? Alors, qui veut me parler de son célibat? Donc, vous vous rappelez, pour moi, c'est célibat heureux, subi ou choisi. Ça va être ça vraiment le distinguo qui permet d'être plutôt tranquille en célibat ou sinon d'être toujours dans je veux autre chose, je veux autre chose, je ne suis pas libre. Est-ce que c'est grave, docteur, d'être célibataire? C'est ce que je viens de dire. J'ai fait un développé d'1 heure là-dessus en disant c'est votre version à vous. C'est grave si vous voyez, vous croyez que c'est grave. Mais si vous l'envisagez comme une situation comme une autre, bah voilà quoi. Vous êtes célibataire, vous êtes célibataire, vous n'êtes pas célibataire, vous n'êtes pas célibataire. Vous êtes quoi? C'est le truc de la définition. Si j'arrête de me définir comme je suis, 3 petits points, célibataire, vous allez souffrir. Surtout si vous avez la représentation normée qui est je suis célibataire égale je vais mal finir. Je ne devrais pas. Je suis les Catherinettes, hein, on fait la fête des Catherinettes. C'est les vieilles filles. Hein? Ça existe encore, hein, ça, on fête les... Donc c'est mal vu, hein, et notamment plus compliqué pour les femmes encore, hein, parce que les femmes célibataires qui deviennent âgées, elles... C'est encore pire parce qu'elles ne sont plus désirables, puisque la désirabilité est un vecteur de merchandising, c'est un vecteur de je peux être aimé ou pas. Ça, c'est très très fort. C'est le truc de la performance, hein. Donc on est désirable, on n'est pas désirable. Donc plus on vieillit, moins on est désirable, mais on a un produit qui peut se vendre sur le marché, et donc on est dans la merde. Voilà. Et ça, c'est vraiment le truc qui est typique de notre société de consommation. Et si vous voulez sortir du moule, quoi, être libre de ça, bah, ça veut dire qu'il faut être conscient de ne pas rentrer dans je m'évalue par rapport à la désirabilité qui est diffusée dans les médias. C'est-à-dire beau, belle, jeune, machin, souriante, maquillée, sophistiquée, intelligente, machin. Sinon, bah, non, mais là, vous pouvez, là, vous restez chez vous, vous êtes liquéfié, quoi, c'est bon, hein. Non, mais c'est juste pas possible, quoi, avec ce truc. Donc, il faut faire très attention à toutes les injonctions qui passent comme ça, parce que on les attrape et on croit que c'est vrai. On se dit, bah oui, je suis vraiment pas désirable, donc bon, bah au revoir. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de femmes qui viennent me consulter d'un certain âge, notamment comme moi d'ailleurs, et qui me disent moi, ça y est, vous vous rendez compte, maintenant j'ai 50 ans, et d'ailleurs les hommes de cet âge-là fréquentent que des jeunettes, et parce qu'ils ont le truc de la séduction là, pour se narcissiser, donc ils veulent plaire avec des jeunes, et donc du coup, il n'y a plus d'hommes. Et qui voudra de moi? Non mais ça, j'entends ça sans arrêt j'entends ça. Et personne ne voudra de moi, il n'y en a pas, d'abord il n'y en a pas. Vous voyez, il n'y en a pas, ça il n'y en a pas. Mais si, il n'y en a pas, je vous le jure, il n'y en a pas. Ou alors ils sont pas ceci, pas ceci, pas ceci, pas cela, bon bref. Et donc il n'y en a pas, parce que les hommes ils se remettent tout de suite en ménage, alors que les femmes très souvent, elles sont moins chaudes pour se remettre tout de suite avec quelqu'un.
Ce sont elles souvent qui prennent l'initiative des divorces, des séparations. Et elles sont moins partantes pour se remettre sur le même territoire. Voilà, elles sont plus partantes, les femmes, après, pour se mettre sur un territoire chacun, une colocation, une relation de couple, mais ce qu'on appelle un célibat de couple. Chacun chez soi, Dieu pour tous. Mais on est quand même en couple. Voilà. Donc ça, c'est plutôt les femmes qui exigent ça. Mais vous voyez que quand même, très souvent, les femmes, elles arrivent, elles me disent « Ah là là, mais ça y est, c'est bon, il n'y aura plus jamais d'homme pour moi, c'est fini. » Alors ça, c'est pour les femmes qui ont 50 ans et plus, mais celles qui ont entre 30 et 40 et qui n'ont pas trouvé, là, avec cette société de consommation et qui ne trouvent pas d'hommes pour faire des enfants, parce que l'âge se déplace, et ben, elles sont super mal, parce qu'elles arrivent avec entre 35 et 40, elles sont à deux doigts de devoir renoncer au fait de faire des enfants, et elles ont là encore, je vais avoir des regrets, comment je vais faire, j'aurais pas fait d'enfants, et les hommes veulent pas s'engager, il n'y a pas d'hommes, enfin d'hommes bien, j'entends, pour s'engager. Et effectivement, on construit, c'est pas faux non plus, hein, on construit vraiment une phobie de l'engagement, c'est-à-dire une phobie de la relation sentimentale. Enfin, peur de se casser la gueule, et donc du coup, ben, on y va tièdement, ou on anticipe que de toute façon ça ne va pas durer longtemps. Et donc comme on a la croyance que ça ne va pas durer longtemps et qu'on ne veut pas s'embêter, parce qu'on sait qu'il y en a 50 qui attendent, parce qu'avec ce marché abondant, on sait très bien que si on n'a pas choisi le bon, là, ça dure 4-5 ans, on se dit « Oh bah, j'ai raté tous les autres, il y en a 50 autres qui m'attendent sur le marché, donc je ne vais pas m'embêter très longtemps. Si je l'aime plus, égal, s'il ne me contente plus, égal, je pars sur quelqu'un d'autre, puisqu'il y a tellement de choix. Le choix est abondant. Et c'est toujours pas. Et ça, c'est le truc des sites. Hein, ça fait vraiment terrible. C'est terrible avec ça. Hein, parce que avant, vous étiez dans une soirée, vous rentrez dans un magasin, il y a peu de choix. Bah, vous finissez par choisir un produit. Maintenant, vous avez un choix à l'infini. Donc, bah, tu te dis toujours, j'ai raté. Si je suis une femme, attends, celui-là, il est moyen, il n'est pas tout à fait comme je veux. Il y en a tellement à l'infini qui pourraient me correspondre, donc je ne choisis plus. Ou je reste pas longtemps sur ce choix. Je ne vais pas m'embêter puisque je sais qu'il y a de l'abondance derrière. Et puis je ne vais pas rater l'abondance en plus, il y en a plein d'autres qui m'attendent là. Et donc c'est que ça. Et donc du coup, ça c'est vraiment un fait qui fait que c'est vraiment un vrai problème, hein, qui fait qu'il y a des problèmes de phobie de l'engagement. On s'engage plus, on se met plus sur une personne, ou on se met tièdement. On y va en se disant bon, si ça marche pas, je lâche, il y en a un autre, un autre, un autre, un autre. Donc bon, on y va, mais on n'y va pas vraiment, en fait. Hein, on ne s'engage pas vraiment dans la relation. Ça, c'est un vrai problème, quand même. Qui va créer le phénomène du célibat. Et du célibat subi, hein, pas du célibat heureux. Ouais. Viens ici pour parler, parce que sinon, il y a le problème des enceintes. Non, non, pas de caméra, mais mets-toi là. Voilà. C'est bien, les remarques, c'est bien. Viens nous faire une remarque, chérie. Alors, donc, pour me présenter, moi je suis toujours sur le terrain. C'est bien. Voilà, déjà, hein, voilà, j'y crois. Voilà, y a pas. Donc depuis 2 ans. Mais là, en fait, moi je trouve que les gens aussi ont une image, la représentation de l'engagement sur la durée. Alors moi, de ma réflexion depuis 2 ans, on va dire, je me dis que non, une histoire, c'est un début et une fin. Ça dure 2 ans, ça dure 1 an, ça dure 6 mois. Je trouve que si elle est belle l'histoire, ou elle finit mal peut-être, mais peut-être faire le bilan. C'est pas parce qu'on va soit on s'engage sur 5 ans et alors là on est content à la fin. Moi je sais pas, moi des expériences, peut-être une ça a duré peut-être 6 mois, elle a eu un début, une fin. Moi, oui. je relativise la relation. C'est bien ça, c'est ce qui se passe. Voilà, hein. Il y en a beaucoup qui font comme toi, c'est ça la mentalité d'aujourd'hui. Moi, je fais ça, quoi. Ça, c'est la mentalité du jour. Elle est vraiment dans le témoignage de ce qui se passe dans les têtes des gens. C'est j'y vais, et d'ailleurs, ils le disent. Hein. C'est ça qu'ils disent quand vous interviewez des célibataires qui ont envie de faire des rencontres. Ils disent je vais dans la relation, mais je ne sais pas où ça va. On va laisser les choses aller. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on dit aujourd'hui. En fait, et du coup, pour l'autre qui est en face, ça peut être assez insécurisant. Parce qu'on se dit, bon, je reste avec toi 6 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans. Bon, on verra. Bon, on verra. Ah, et puis c'était... Je leur ai pas dit, hein. Je leur dis pas comme ça quand même. Non, mais c'est... bien sûr. Mais c'est ce qui... Non, mais parce que là, je te le fais en traduction. Mais, ouais. Sauf que quand tu es
en face et que tu entends ce discours et que tu es un peu... Toi, tu as besoin de sécurité à ce moment-là. Ça ne veut pas dire si tu es tranquille avec ça, tu te dis. Et bon, par contre, voilà. moi, de ma réflexion aussi, je suis pas là, je donne pas tout. Enfin voilà. Oui, mais c'est ça. On est vraiment dans. C'est le témoignage. C'est vraiment ça. Mais merci d'être venu parce que c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Oui, ben j'ose pas. C'est typique, hein. Non, mais j'ose pas trop. Si. Hein? Oui, je sais. Oui, je le fais exprès en même temps. Ouais. Donc c'est vraiment ça qui se passe, c'est vraiment ce truc de je donne pas tout parce que j'ai peur et j'y vais en étant dans on verra. Et donc ça peut être très, très déstabilisant parce que très insécurisant en fait. Attends, passe-lui le micro parce que sinon on n'entend pas. Moi, je trouve ça vraiment triste parce que quand on est jeune, ou même plus tard d'ailleurs, on peut être dans une envie de générosité et je sais pas, et d'aventure et de pas savoir où ça mène, quoi. Si dès le départ on se dit oh bon, de toute façon ça va pas durer et je donne le minimum, 6 mois. En fait, elle sait pas, mais ah ben d'accord, donc vous n'êtes pas tout à fait contre les voilà. Oui, elle est représentative, c'est-à-dire qu'elle va dans la relation nouvelle en disant je sais pas, on laisse venir, on verra. Mais tu vois, je suis pas contre cette idée de on verra, on laisse venir, on laisse les choses aller, etc. Non, mais... parce que des fois je le fais, ça m'est arrivé de le faire comme ça. Et en même temps, je sens qu'au fond de moi, il y a une partie qui se dit l'autre il est là, il est pas là, tu sais, c'est j'y vais pas. J'y vais pas. Oui, et donc, et du coup, mais ça va peut-être au début, mais j'y vais pas. Alors, si c'est pendant 6 mois, j'y vais pas. Donc, c'est toujours assez mou comme. Parce qu'il y a cette appréhension que, effectivement, bah oui, à tout instant, ça peut s'arrêter parce que voilà, je corresponds pas, tu corresponds pas. Voilà, oui, une façon donc, il y a un de se truc protéger. Qui manque tu sais, d'engagement, quoi. Non, mais moi, j'avais pas compris que vous aviez déjà vécu une relation véritable, voilà. D'accord. Pas de rancœur, non. Voilà, le père de mes enfants, c'est le père de mes enfants. Voilà, et j'y crois. Et juste pour dire juste pour dire aussi, juste pour dire que oui, dans la réflexion donc du célibat que je fais aujourd'hui, toutes les relations, je sais pas moi, mais il y en a une, elle a duré 2 ans. Bon ben voilà, enfin 2 ans non, parce que ça fait 2 ans. Ça veut dire que je suis pas célibataire. Non, voilà, 1 an et demi on va dire, entrecoupé, etc. Mais cette relation, elle m'a appris aussi. C'est-à-dire, j'ai vu que c'était la petite fille en fait qui avait, voilà, donc j'ai appris sur moi. Je me suis dit non, je suis en mode petite fille encore qui attend, voilà, les cadeaux, le prince charmant, etc. Donc j'avance. Voilà, j'avance en fait dans mon célibat. Voilà, là-dessus. J'avance. Oui, mais de toute façon, je le dis aussi, chaque relation est constructive et tu passes le micro à quelqu'un aussi. Et à chaque fois, on apprend quelque chose sur nous. Il n'y a pas de souci avec ça. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, je vous remercie d'avoir parlé de ça, de l'aspect marketing des relations, parce que ça m'a permis de trouver une phrase qui peut-être fera peut-être un peu réfléchir. Moi, j'ai un peu réfléchi là-dessus. Ça m'a permis de dire, par exemple, Internet, c'est le supermarché de la rencontre. Voilà. Donc, de même qu'il y a des hypermarchés où on peut trouver tout ce qu'on veut. Et puis on marche dedans, mieux c'est, parce qu'on trouve le bout du monde. De même, Internet, c'est vraiment la course comment dire, c'est la course au Dahu, quoi. Oui, mais c'est vrai, puis ça c'est drôlement personnalisé, c'est-à-dire que maintenant c'est vraiment le vecteur. Et en plus, bon, tout ce qui souvent, moi j'aime beaucoup faire des recherches par Internet, mais thématiques, pas du tout pour les rencontres, mais heureusement, hein, parce que pseudonyme, je regrette, mais en grec ancien, ça veut dire pseudène, c'est mentir, quoi. Alors souvent, ce sont des gens qui se cachent. Des fausses images. Il y a toute une stratégie, du stratagème, justement. Alors, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de mettre en valeur les notions de, je sais pas, de spontanéité naturelle,
Partout où on va. Et puis aussi, j'ai remarqué qu'il y a de moins en moins de drague, malheureusement. On ne voit pas d'hommes qui draguent. Enfin, je sais pas, souvent on commence une conversation, l'autre a l'air d'être intéressé, mais après, si on n'alimente pas, l'autre non, il n'y a rien. Alors, il y a plusieurs choses. On s'en va, il s'en va, nous aussi, rien quoi. Il y a plusieurs Nul, choses zéro, intéressantes dans ce que tu dis. Voilà. Il y a le point là que tu viens de soulever. J'en parlais avec une amie, il lui est arrivé la même chose. J'étais en voyage avec une amie, elle me disait ça. Si tu fais rien, tu peux rester, elle m'a dit. Hein. Les hommes ne draguent plus. Mais tu sais, ça sur ce point-là, avec ces derniers temps là, avec tout le mouvement MeToo, tout ça, ils sont un peu effrayés là avec le harcèlement. Tu sais, ils se sont dit oula, on va peut-être pas y aller parce que sinon on va tout de suite avoir les stockades qui vont arriver. Donc ça, ils sont un peu perdus les hommes avec les femmes, avec les célibatantes, avec tout ce mouvement des féministes, etc. Ils sont un peu effrayés. Parce que les femmes sont devenues certaines assez puissantes, sauvages, féminins, sauvages, etc. Donc elles y vont. Et des fois, ça déstabilise les hommes qui, la fonction homme, était protéger les femmes et les enfants. Et donc, eux, ils ont du mal à se positionner là-dessus. Parce qu'elles arrivent avec le même profil, ce profil de performante, du clivé, tu vois, de je suis une battante, etc. Et donc, eux, ils ne savent plus comment jouer la partition de l'homme protecteur. Donc, il y en a qui, je ne dis pas tous, hein, je ne fais pas une généralisation, mais ça plus ça, égale, ils sont assez perdus, tu vois. Il y a un féminin et un masculin perdu, hein. Alors c'est pas systématique, mais il y en a qui sont assez mal à l'aise avec le fait d'aller, ils se disent oh là en ce moment avec la réputation qu'ils leur ont faite avec tous les harceleurs là, ils se sont dit bon on va peut-être pas y aller, hein, ouais, c'est éviter ça. de se prendre des râteaux, de se faire taxer de mecs qui consomment, tu sais. Ah oui, mais bon, oui, peut-être pas. avec ce truc parce que les sites ça fait ça aussi, l'effet c'est que on dit on est pris pour des objets. Et hommes et femmes. Et donc les hommes sont taxés de mecs qui veulent convoiter pour consommer. Et donc du coup, ceux qui ne sont pas dans ce bain-là, ils sont mal à l'aise pour, tu vois, pour relationner. Ils se disent, mais si je drague, je vais être taxé de mecs qui consomment. Donc je fais quoi? Je ne suis pas prédateur, mais je vais... Et du coup, c'est de la peur, ça. Il y en a certains qui s'inhibent. C'est de la peur de la part des hommes. Enfin, il y a des femmes avec lesquelles j'ai parlé, et je parle encore, qui aimeraient bien ne pas trouver des poltrons de la relation. Parce qu'un homme, c'est courageux d'habitude. Oui. Je sais pas, moi. Mais je suis c'est les femmes qui ont peur, non? Oui. Il y a beaucoup d'hommes qui sont dans, comme tu les des poltrons, oui, parce qu'ils ont vachement peur des femmes. Et des femmes qui... ils ont peur de ce féminin puissant. Mais tu as tout à fait raison, moi j'en connais plein, hein, qui s'inhibent et qui regrettent. Ils ne savent plus séduire. Ils ont peur de séduire parce qu'ils ont peur des râteaux ou de l'évaluation que pourront prendre les femmes sur eux s'ils y vont trop direct. Tu sais? Mais du coup, il y a une rééducation à faire, et j'ai organisé des groupes là-dessus de stratégie de séduction pour les hommes, parce qu'ils étaient certains super castrés et super mal à l'aise à l'idée d'aller vers oh là là, mais qu'est-ce qu'elles vont penser, mais je veux pas, pour moi une femme c'est fragile, c'est beau, c'est ceci, je veux pas passer pour un salaud, un mec qui prédate, tu vois. C'est ambigu si tu veux. Et les sites, ça a rajouté une couche là-dessus, hein. Effectivement, l'effet site de rencontre, il y a plein d'effets. Et pourtant, on est dans une société qui va de plus en plus sur les algorithmes, sur les sites. Hein, où vous allez avoir les réseaux, Facebook, tout ça, c'est là où on rencontre le plus. Hein, et ça va augmenter, puisque avec les algorithmes, on saura de plus en plus quels sont tes goûts, tes choix, tes préférences. Donc on va te caler un homme qui correspond, qu'on sait qui va correspondre le plus à ton style, quoi. Tu vois ? Et donc on va te dire, tiens, vous avez le choix entre celui-là, celui-là, celui-là. Les autres, c'est pas la peine, c'est perdu parce que c'est pas les bons. Donc prends celui-là. C'est celui-là qui est bon pour toi. Donc c'est les ordinateurs qui vont penser à ta place sur qui match pour toi. Et on tend vers ça de toute façon. Hein. C'est pour ça que c'est dingue ces histoires de célibataires, parce que on tend vers une société de plus en plus avec ça augmente de plus en plus les célibataires, avec ce fonctionnement des nouvelles technologies qui prend toute la place aussi et qui laisse beaucoup moins de place à la spontanéité. Moi j'avais répondu à une interview la semaine dernière sur est-ce qu'on rencontre sur le milieu du travail. Beaucoup moins qu'avant. Ça se fait encore, mais c'est beaucoup moins. C'est vraiment essentiellement maintenant devenu la manière de relationner, c'est les sites. Hein. Pour trouver les partenaires. Alors après, après ça se rencontre, faut sortir du virtuel, faut aller se rencontrer en visu, parce que si tu passes des heures à te chatter et tu ne vois jamais, il y en a beaucoup qui font ça. Effectivement, ça donne des images tronquées, tu peux falsifier ton identité, raconter n'importe quoi, et surtout ne pas avoir envie de descendre dans le réel, c'est-à-dire voir vraiment la personne.
Et donc chatter et fantasmer une relation qui n'existera jamais sur le terrain. Donc on arrive sur des relations virtuelles, on le voit aussi au Japon, on arrive sur des jeunes hommes ou des hommes qui préfèrent relationner avec un avatar plutôt qu'une vraie femme. Non mais c'est vrai. Faut voir, il y a des documentaires sur le Japon, sur les relations amoureuses au Japon, et ils sont beaucoup plus sur les nouvelles technologies que nous, parce que les relations sont décevantes. Une vraie femme, elle ne peut pas te contenter tout le temps, ni sexuellement, ni affectivement, parce que c'est imparfait, un être humain. Donc si tu prends un avatar, au moins tu es tranquille, ou une femme en poupée, là, t'es tranquille, au moins, elle va pas t'embêter. Donc il y en a qui préfèrent le monde virtuel, il y a des jeunes hommes qui préfèrent passer des heures avec des avatars féminins qui sont super magnifiques, etc., bien dessinés, qu'une vraie femme. Il y avait le film Heart aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu, et donc on voit apparaître, on voit signaler ce nouveau monde de communication virtuelle, de relations amoureuses virtuelles qui vont... C'est presque maintenant, je ne suis pas en train de délirer là. On est dans un monde où la relation spontanée, faut l'entretenir. Donc soyez moteur là-dedans, motrice. N'hésitez pas spontanément à aller vers, vous avez entendu, les hommes sont pour le tronc, allez-y. Et effectivement, les femmes sont souvent maintenant des chasseuses. Avant, ce n'était pas le cas. Mais très souvent, maintenant, elles sont dans le pôle actif. Et donc, elles attendent plus, elles font plus tapisserie et attendent que les hommes viennent les chasser. Il y en a beaucoup qui y vont. Mais par contre, les femmes, quand elles y vont, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est le syndrome de la fée clochette. J'avais étudié ça à un moment donné. Donc, comment c'est oui, c'est ça. C'est qu'elles y vont, mais toujours dans ce profil-là, en fait, elles veulent se venger des hommes. Donc, il y a un endroit où elles y vont tout en étant de toute façon, il va m'avoir, donc c'est moi qui l'aurai. Donc c'est moi qui prendra le dessus. Donc on est dans des luttes de pouvoir, toujours pareil, féminin, masculin, et donc on s'en sort pas avec ça. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Après, j'ai une question. Donc vous avez rappelé effectivement toutes les injonctions sociétales que nous subissons, et qui pour partie d'ailleurs arrivent à avoir prise sur l'individu, puisque finalement beaucoup s'y conforment, vous venez de le rappeler, il y a des tas de comportements qui prouvent que ces injonctions sociétales fonctionnent. Donc quand on veut y échapper, quand on essaye d'y échapper, pour y échapper, je suppose que ça suppose beaucoup de libre arbitre. Sommes-nous libres? Alors, il y a ça, et puis il me semble que ça rajoute de la solitude sur la solitude du célibat, puisqu'effectivement, a priori, c'est pas la majorité des individus qui arrivent à vivre en dehors de ces injonctions sociétales. Donc ma question, c'est, vous avez parlé du célibat tranquille, où le retour à soi est aussi une vertu. Je voudrais simplement, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu les présupposés que ça implique pour retrouver ce célibat tranquille, cette paix avec soi, qui permet effectivement de se distancier énormément de toutes ces injonctions dont nous avons parlé et qui emprisonnent la conception qu'on peut avoir de la relation amoureuse, en effet. Très juste. Et ce qui n'empêchera pas, si vous trouvez le goût de cette solitude tranquille, ça ne vous empêche pas de relationner, au contraire. Ça ne veut pas dire je reste tout seul tout le temps. N'oubliez pas, c'est pas éviter la relation, mais c'est y aller à partir d'un endroit où vous avez de la marge, soit pour aller dans la relation, soit pour rester avec vous. Vous avez du choix, sinon vous n'avez pas de choix. Partez dans la relation en fuyant la solitude. Donc pour trouver ces bases, c'est tolérer, pour tous ceux qui sont effrayés par le vide existentielle ou une solitude qui est vécue comme je suis immobile, je vais mourir, parce qu'il ne faut pas oublier que l'immobilité, le non-mouvement, est vécu au niveau du cerveau reptilien comme je vais être prédaté je vais être chassé par un chasseur, je suis une proie. Donc restons pas immobiles, bougeons, le mouvement c'est la vie, l'immobilité c'est la mort. Donc c'est ça, ça renvoie à ça. Donc il va falloir dépasser cette affaire-là. Surtout s'il y a eu des moments dans l'enfance, comme je l'ai dit, où il y a eu des solitudes qui étaient effrayantes. Donc il va y avoir une mémoire de ça chez l'adulte. Donc il faut pouvoir rester un petit moment en contact avec et traverser ces petits moments de solitude qui sont vécus comme terrifiants, très anxiogènes, voire impossibles.
Et donc, déconstruire la combinaison qui est la solitude égale le vide, ou la solitude égale mourir égale l'horreur, quoi, par la solitude égale un temps immobile, agréable. Voilà. Et donc, c'est passer de ça à son inverse. Ça veut dire qu'il faut le vivre dans le corps. Donc traverser ces moments, rester un peu tranquille sur son canapé ou sur son lit, ou vous voulez dehors, sur votre terrasse, je ne sais pas où vous voulez, et passer de ces... Je suis dans l'immobilité, c'est un cauchemar sans nom, parce que c'est l'idée qu'on s'en fait d'un moment passé, plus qu'une vraie réalité, plus que quelque chose de vécu. Donc il faut rester un petit moment en contact pour pouvoir traverser ça, et finir par toucher cet espace qui est assez goûteux en fait, après dont on ne peut plus se passer, parce qu'on se dit mais pourquoi je partirais dans la relation ? Surtout quand c'est de relations un peu superficielles et encombrantes, alors que quand je suis en tête-à-tête avec moi-même, un peu seule, bah, c'est plutôt vachement paisible et super goûteux, quoi. Ça peut être vachement agréable d'être tranquille chez soi. Mais souvent, il y a ce passage qui n'est pas évident à faire, cette transmutation entre une mémoire de contraction qui est « Ah, je suis immobile, je crois que je vais mourir. Je ne vais pas gérer, je ne vais pas dépasser ça. J'ai peur de ma peur, j'ai peur de ne pas gérer en fait cette solitude. Et pouvoir construire autre chose à la place. Voilà. Ça c'est essentiel pour moi. C'est un travail que je fais en thérapie, je fais faire. Mais souvent, il faut que ce soit vécu corporellement et pas intellectuellement. Ça se vit dans le corps, ça. Sinon, ça peut se comprendre en théorie, mais il faut que ça descende dans le corps. Voilà. Mais c'est très juste. Hein. Et pour aussi, là, toutes ces injonctions, plus vous en avez conscience, moins vous êtes obligé de partir dedans, hein, de vous y référer. Toujours plus de plaisir, toujours plus d'expérience, ne rien rater, ne pas se priver de quoi que ce soit. Voilà. Plus vous en avez conscience, moins vous êtes obligé d'aller là-dedans. Hein. Donc en fait, pour moi, c'est toujours la réflexion, peut-être la pensée qui mène à une forme d'éveil, quoi, qui mène à une forme de lucidité, une forme de sagesse, quoi. Je veux dire, plus j'en suis conscient et je ne suis pas obligée de m'engouffrer. Sommes-nous libres des conditionnements ? Pas trop, moi je pense pas. Juste un peu, mais pas tant que ça. Mais c'est pas grave. Sinon vous accueillez vos conditionnements en toute bienveillance. Moi, je fais comme tout le monde. Je veux rater aucune chose. Donc je saute sur le premier qui passe. Pas grave. Je m'amuse. Je fais du fun. Je fais comme tout le monde. Mais au moins j'ai la joie de faire du fun et je sais que je suis conditionnée. Voilà. Enfin, moi je le fais comme ça, des fois ça m'arrive. Hein. Ah bah oui, bah non, bah il n'y a pas de raison, hein. Je ne vais pas faire genre, je bouge plus là, je suis atterrée. Non, mais c'est l'époque hein, qui veut ça, donc rentrez dans le monde de votre époque, c'est pas grave. Mettez un peu de conscience, c'est tout. Ouais. Excusez-moi, j'aurais une question en fait. En fait, c'est au niveau, vous avez au début soulevé une problématique pour moi qui est vachement importante sur l'amour, sur le célibat. Aujourd'hui, pour moi, qui est quand même assez récurrent autour des gens que je rencontre, de moi-même et tout, et vous n'avez pas forcément abordé le sujet pour moi. C'est sur donc cette société qui est portée sur l'individualisme profond et qui se renferme en fait, qui en fait retouche tout la famille, l'amour, l'être humain. Donc au lieu de dire ou demander aux gens est-ce que vous êtes heureux avec le célibat, comment vous en faites, les solutions, je pense que c'est pas là la solution. La solution, elle est plutôt se baser sur les débordements du capitalisme qui se renferment sur un individualisme profond de l'être, où ta personne que tu aimes va te dire tout le temps moi je. Et elle est où ma place ? C'est complètement vrai ça. D'accord ? Donc c'est plus pour moi ce sujet-là qu'il faut se poser et pouvoir répondre aux gens qui sont un peu désespérés face au style individu et les aider à dire moi je suis là et comment répondre à ce style de personnage qui peut être plus ou moins atteint de cette forme de consommation qui ne se rend pas forcément compte qu'il est lui-même un objet de la société. Tout à fait. Et touché par un affect sur ça. Mais tu as tout à fait raison, parce que de toute façon, qu'on soit célibataire ou en couple, cette problématique, elle rentre dans toutes les catégories. Tu peux être en couple et avoir cette difficulté, c'est-à-dire l'autre, il veut s'épanouir et narcissiquement plaire et puis trouver sa liberté, etc. Et du coup, tu fais un couple qui est souvent dysfonctionnel parce que si tu ramènes toujours toi à toi et que
tu prends pas soin de l'autre, etc., tu tiens pas compte de la relation, bah, ça s'écarte, hein, puis chacun fait sa route, et puis le couple il se dilate aussi. Donc voilà, ces injonctions, elles rentrent dans le couple, dans le célibat, elles rentrent partout en fait, elles s'imprègnent partout. C'est ça. Et donc c'est ça qu'à regarder, c'est à regarder jusqu'où on s'autorise quand même une forme, moi je suis pas contre de s'autoriser du plaisir, etc., mais jusqu'où ça imprègne tellement, ça touche tous les fonds de la relation, un narcissisme, que, du coup, on ne peut plus relationner. Un narcissisme qui est prédominant alors que la personne ne l'est pas forcément, et que la société conditionne, même ne serait-ce qu'au niveau du travail. Ah oui. Un couple aujourd'hui ne peut pas fonctionner si les deux ne travaillent pas. Souvent, hein. Oui, pas toujours, mais c'est fréquent. Et est-ce qu'il y a une place après pour l'amour, pour la famille? Ça, c'est des sujets que je vous pose en fait. Oui, mais je l'ai souvent abordé ça, hein, c'est voir ce fameux point d'équilibre entre toutes les sphères de ma vie, combien de temps je passe sur ma famille, est-ce que je surinvestis pas une sphère et pas une autre. Donc c'est à vous de regarder jusqu'où. Quand il y a un surinvestissement, c'est qu'il y a un désinvestissement ailleurs, c'est au détriment d'une autre sphère de votre vie. Ouais. Il n'y avait pas une autre question? Ah oui. Si. Oui, le micro, passez le micro là-bas. Bonsoir. En fait, moi, je trouve que là, c'est un peu négatif, notamment sur les sites de rencontres, parce que moi, je trouve qu'en fait, les sites de rencontres, ça peut être bien, parce qu'en fait, si on est loin, la campagne, ben, franchement, on est loin de tout, et ça peut rapprocher. En fait, ça peut vachement nous rapprocher et en fait, peut-être trouver aussi justement une personne qui va nous correspondre. Parce que maintenant, c'est quand même difficile de rencontrer quelqu'un. Oui. Là, on est toute une salle. Est-ce que quelqu'un ce soir va rencontrer justement quelqu'un? Parce qu'en fait, les gens ne se parlent plus. Quand vous êtes sur Internet, vous allez avoir quand même un dialogue avec une personne, je pense, et peut-être que vous pouvez avoir un échange aussi qui est sympa. Il faut pas, je ne suis pas en train de casser du sucre sur les sites de rencontres. Il y a les effets positifs et les effets négatifs. Il se trouve que quand même, il y a beaucoup de couples qui se rencontrent aujourd'hui et qui se marient via les sites de rencontres. Quand même. Ma fille vient de rencontrer quelqu'un sur un site de rencontre, elle est très heureuse. Peut-être que ça durera 2 ans, 3 ans. Mais maintenant, de toute façon, c'est le monde d'aujourd'hui. C'est le monde d'aujourd'hui. On est dans un monde qui est complètement, qui bouge beaucoup. Oui. Donc voilà. Et puis la technologie a fait aussi que ça nous rapproche aussi, parce que dans le temps, on n'avait pas Internet. Mais Internet a bouleversé complètement notre vie. Mais pour tout, en fait. Regardez, vous faites vos courses. On vous les amène chez vous, ben là c'est la même chose. On vous amène, non, mais presque chez vous. Mais c'est vachement bien. Moi je trouve ça génial. Voilà. Hein. Moi je pense que ça c'est le côté très positif. Voilà, c'est le drive en fait. C'est génial. C'est toujours pareil, c'est un outil. Voilà. Mais je pense qu'il faut le prendre aussi comme un outil. Bah oui, comme un outil. Bon, après, un petit côté, bien sûr. Après, je parlais, je développe parce que quand même, il faut voir tous les effets annexes qui sont pas toujours, qui sont méconnus par ça. Mais c'est vrai que si vous le considérez comme un outil, comme une stratégie parmi tant d'autres. Si vous êtes à Saint-Bosile du Poitou, ça va être difficile de rencontrer quelqu'un. À Montpellier, c'est plus facile parce que justement, vous avez la Gazette Café, c'est génial. Mais là-bas, c'est compliqué. Hein. Donc voilà, moi je vois Internet comme un outil. Et puis quelque chose qui vous permet aussi d'aller chercher quelqu'un. Si vous aimez quelqu'un justement qui est asiatique, mais vachement loin, il va venir à vous. C'est génial. Ça permet aussi beaucoup des échanges, des trucs vachement sympas. Moi, je suis de toute façon pour l'échange en fait. Oui. Voilà. Bah, si vous l'utilisez comme un outil et que vous êtes au courant qu'il y a aussi des écueils, ça va quoi. Voilà. Mais c'est pas. Si ça existe et que ça marche, c'est qu'il y a aussi du bon là-dedans. On ne peut pas dire, voilà, les sites de rencontres, c'est nul. Non. Si c'est utilisé et que ça fonctionne, c'est qu'aussi que ça a son utilité. Mais c'est juste à mettre à sa place. C'est une stratégie parmi tant d'autres. Hein. Bon, après, moi, personnellement, j'ai trouvé ça laborieux. Je suis tombée sur des arnaqueurs. Il y a aussi, des robots, des trucs comme ça, voilà. qui racontent des conneries. C'est vrai ça. Alors c'est quand même un peu le parcours du combattant, hein, quand même. Hein. Enfin, pour moi, je l'ai vécu comme ça à un moment donné. C'est ce que disent beaucoup de femmes. Hein. Il y a beaucoup de femmes qui se plaignent des sites de rencontres en disant oh là là, voilà, c'est fastidieux. Alors de temps en temps, ça marche quand même. Il y en a qui arrivent à trouver un partenaire parce que bon, voilà. Mais si vous allez à la ça dépend l'état avec d'esprit peut-être. Oui, en étant dans, bon, je vais rencontrer et puis il y aura des déchets, entre guillemets, et puis là-dedans, je vais peut-être me faire des amis, pas forcément l'engagement, etc.
Voilà, mais n'oubliez pas que derrière ces profils d'hommes, si vous êtes une femme, qui apparaissent comme un peu consommateurs, il y a souvent un enfant blessé ou un enfant fragile qui rêve d'un amour romantique, il est juste blindé. Mais ça, il faut le déceler, chercher derrière. Bon, déjà les sites de rencontres, on va sur Internet, lequel on prend. Il y en a tellement. En général, il y a une affinité par communauté. Hein. Donc, je parlais d'Attractive World, sinon il y a Mythique. Enfin, après, on peut les citer. Tinder, c'est la géolocalisation, c'est ceux qui sont à côté de chez vous. Donc, en fonction de votre type, de votre âge, votre style, etc., vous allez vous rassembler par communauté. Hein, et d'ailleurs, il y a un site d'agriculteurs, hein, donc les agriculteurs ensemble. Non, mais c'est vrai. Mais, c'est des affiliations. Donc, est-ce qu'on cherchait sa moitié? Maintenant, on cherche son double. Hein, on cherche vraiment la personne de la même communauté, avec les mêmes valeurs sociales, avec le même monde, etc. Et c'est ça, parce que ça cible les sites de rencontres. Les gens mariés se rencontrent entre gens mariés. Enfin, voilà. Bon. Hein? Ah bah Alors, je trouve que ça ne laisse aucune place au rêve, à l'imagination, au fait de rencontrer quelqu'un qui peut être justement complètement différent, qui ne correspond pas du tout à la personne que vous imagineriez, et ça va être celle que vous allez aimer parce qu'il y a autre chose dans une rencontre. C'est sûr que l'effet Impulse, c'est que tu crées l'idée que c'est en ciblant et en rétrécissant ta cible, tu vois, parce qu'il y a une checklist, tu fais ta checklist, tu fais ton marché, tu fais ta checklist. Alors il faut qu'il soit comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Est-ce que tu es comme là? On pose toutes les questions pour vous. Tu réponds, c'est bien. Tu réponds pas, tu es désélectionné. Donc ça cible vraiment, donc ça laisse plus de place à la surprise de l'énorme différence. Et puis le fait que quand on rencontre quelqu'un, il se passe ou pas quelque chose spontanément, quoi. Vous allez beaucoup cocher toutes les cases et peut-être vous allez rencontrer la personne, il n'y aura rien parce qu'il ne se passe rien, quoi. Souvent, ce qu'ils disent, c'est que c'est les femmes, dans les analyses sociologiques, on dit souvent que ce sont les femmes qui sont les perdantes avec les histoires de sites, parce que ça augmente le champ de la désirabilité, comme je l'expliquais, donc il faut toujours qu'elles soient super jeunes, machin, tout ça. Alors bon, bref. Et puis, elles ont vachement peur, en fait, de tomber sur des mecs qui ne veulent pas s'engager, et il faut donc trouver des stratégies pour ne pas les faire fuir. Tu sais, il faut faire genre. Ah non, tu m'intéresses, mais je te le dis pas trop parce que sinon je vais te faire fuir. Faut pas que je m'agrippe, faut pas que je te montre que j'ai envie de construire avec toi, parce que si je dis que je veux faire un enfant, etc., tu vas partir. Donc il y a toute une stratégie d'élaboration pour ces femmes pour inventer quelque chose qui pourrait plaire sans plaire. Tu vois, ça devient vachement compliqué l'histoire des relations. Et en fait, on est pétri de ça, on s'en rend pas compte, hein, mais ça crée des systèmes relationnels qui sont insécurisants et instables, hyper narcissiques. Tout est centré sur il faut que je te plaise, donc il faut que je sois jolie, jeune, machin, tout ça, toujours en forme, quoi, tu vois. Et à la fois hyper insécurisant parce que t'es toujours en train de douter que l'autre, tu peux lui plaire longtemps. Tu vas lui plaire, mais attention, parce que derrière, il peut te désélectionner en 2 minutes, et surtout que derrière, il y a 50 choux à la crème qui l'attendent, qui sont 10 fois mieux que toi. Alors, je veux te dire, t'as intérêt à faire gaffe, hein. Donc c'est hyper insécurisant en fait, et on ne se rend pas compte qu'on crée quelque chose de très individualiste mais aussi très narcissique, quoi. Ça agrandit le champ narcissique qui est faut toujours être sur le jeu des apparences, sur son 31, mais il ne faut pas trop raconter, pas trop livrer, parce que si je raconte tout là, l'autre si je raconte tout ce que j'ai vécu, tout ça, il ne va pas me vouloir, quoi. Il va me rejeter. C'est vraiment la peur du rejet, mais c'est une période très insécure sur le plan des sentiments, hein. Moi j'ai une question, parce qu'il n'y a pas longtemps en fait j'ai rencontré une femme qui disait qu'elle avait besoin d'amour, de beaucoup d'attention, qu'il fallait que je la rende heureuse, qu'il ne supportait pas d'être seule. Et donc on s'est mis ensemble. Moi j'y suis allé un petit peu de façon timorée au début. Et en fait elle était toujours exigeante, beaucoup de choses, et donc c'est devenu vite l'enfer. Après c'était des critiques, alors au début c'était génial. Et puis rapidement en fait c'est devenu exigence, critique et tout. Donc la question en fait c'est est-ce que j'aurais dû, parce que j'étais attaché quand même, hein, donc est-ce que j'aurais dû directement foncer, ou c'était un peu une histoire sans fin, quoi, qui n'aurait pas pu aboutir, hein. Comme vous pouvez peut-être pas savoir là, mais... Il y avait ce qu'on trouve souvent dans la relation, c'est j'arrive avec mes attentes de prince charmant, et donc j'ai tu sais, un idéal, donc j'ai besoin que tu sois à la fois ci, ça. Donc si tu réponds, super, surtout qu'elle avait un problème à la solitude, hein, donc il fallait que tu viennes vraiment assouvir et compléter ses besoins.
Et forcément, quand il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de déceptions. Et ça veut dire qu'à un moment donné, puisque tu es descendu sur le terrain et que tu as joué le jeu de la relation, à un moment donné, elle va te désidéaliser. Donc là où tu apparaissais le plus charmant, le plus ceci, bah forcément, comme elle est tout sur toi, tout focus sur toi, elle attend tout de toi et tout de la relation, elle va être déçue, c'est évident. Donc du coup, ça va partir en sucette, c'est-à-dire ça va partir dans l'inverse. Je vais commencer à noter tout ce que tu ne sais pas faire, tout ce que tu ne combles pas. Tous tes points d'insatisfaction. Et alors 1, 2, 3, 4, 5, 10, et à la fin, paf, t'es à la poubelle. Éjectez-moi ça. Non, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Je te le fais en résumé, mais ça s'est passé comme ça. Et donc après, t'es descendu du piédestal, et t'étais en haut, puis t'es reparti en bas, et puis après, c'est au revoir. Au suivant. Et si elle ne travaille pas sur ce truc d'attente idéale, tout sur un pour tous, tout sur un, là, ça va recommencer. Il y a un focus sur la relation aussi. Il y a à la fois, il faut que je rate rien, et il y a cet idéal romantique, il y a une attente de stabilité, vu l'insécurité énorme dans les relations amoureuses, il y a une demande de stabilité à travers le couple, et aujourd'hui, c'est toujours et encore le couple qui représente la stabilité et le projet bébé, qui conserve ces deux ingrédients. Et donc, c'est pour ça qu'on attend, une fois qu'on rencontre un partenaire, on fait colle-scotch, on se méfie, puis après on dit « Ah, ça y est, c'est le bon ». Et après, c'est « Alors, j'attends tout de lui. Il est mon prince charmant et il va enfin répondre à tous mes besoins. » Et alors là, c'est bon. Alors là, c'est le leur, quoi. Il y a des attentes comme ça. Et forcément, voilà, toujours, s'il y a des attentes, il y a de la frustration. Moins d'attentes, il y aura moins de déception. Donc ça veut dire moins d'attente, ça veut dire être en capacité d'abord de savoir que j'en mets beaucoup, et puis de récupérer son espace, hein. C'est-à-dire à la fois être capable de satisfaire ses propres besoins, tout en étant en lien, tout en voilà, avoir mon espace et garder le lien, pas jeter le lien. Voilà, jeter le lien. Elle dit puisque tu ne corresponds pas, au revoir. C'est un peu excessif comme truc. Voilà, c'est pour ça qu'on fait de la thérapie de couple des fois, pour essayer de... ou des stages sur les couples pour voir qu'ils arrêtent de jeter à la poubelle parce que ça... Alors il y a aussi ce truc qui est agaçant, c'est ah bah oui alors ça, tu es insatisfaisant à un, et donc ça veut dire que je ne t'aime plus, on ne s'aime plus. Mais non, c'est pas qu'on s'aime plus, c'est qu'il y a eu des points d'insatisfaction, ça n'a rien à voir avec l'amour les points d'insatisfaction, c'est tu ne réponds plus à mes besoins, ça n'a rien à voir. Il faut avoir le courage et l'honnêteté de dire tu ne réponds pas à mes besoins, que j'ai fait la liste, ma liste n'est pas remplie. Bon, très bien, ça n'a rien à voir avec l'amour. L'amour, c'est autre chose. On parle de quoi? Hein? De quoi? De plus avoir la liste bah, c'est l'idéal de l'amour. Alors, l'idéal de l'amour, mais c'est bien d'avoir en tête je fabrique un idéal. Je suis attachée à mon idéal. Romantique, d'amour, machin. Bon. Et c'est là où il va y avoir de la souffrance. À tous les coups, vous y avez le droit. Donc plus vous êtes en conscience de votre machine à fabriquer un idéal amoureux ici, et moins vous serez des déçus de l'amour. Et vous serez des célibataires qui sont moins shootés à l'idéal. C'est-à-dire qui vivent ce qu'ils ont à vivre. Il y a ce qu'il y a. C'était mon mantra du jour. Il y a ce qu'il y a. Il n'y a pas, il y a. Voilà. Pas mal comme mantra. Chaque fois j'en invente un. À chaque conférence j'invente un mantra. C'est quelque chose qui peut apaiser un peu, plutôt que de vous surstimuler. Bon, c'est bien tout ça, c'est intéressant comme sujet. Le célibat. Donc voilà, célibat, single, solo, c'est des mots qui sont quand même vachement à la mode. Hein. Les solos, les singles, bachelor. Donc bah voilà, donc je vous souhaite un célibat bien heureux, je sais pas, mais en tout cas assumé et géré, et puis de belle continuité sur vos chemins amoureux. Merci.